Donc dans cette deuxième partie, nous allons plutôt parler de l'aspect scientifique de la conférence et justement vous poser quelques questions par rapport aux élèves qui auraient souhaité être présents et qui ne peuvent pas malheureusement ou qui n'ont pas pu parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc votre domaine de recherche concerne le microbiote. Pourriez-vous expliquer à nos camarades ce que c'est exactement le microbiote, où on en trouve et quelles cellules ça implique, si, il y a des cellules qui sont impliquées? Tout à fait. Donc, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui habitent avec nous. Donc, ils peuvent habiter sur la peau, ils peuvent habiter dans les poumons, ils peuvent habiter dans l'intestin. Donc, c'est là qu'on parle de microbiote intestinal. Et donc, ils sont composés, ces différents microbiotes, de bactéries, de champignons, de virus. Donc, c'est différents types de micro-organismes qui cohabitent avec nous et qui, pour certains, ont des effets positifs sur notre santé. Donc vous dites, certains sont bénéfiques pour notre santé. Ça veut dire que certains peuvent, à un moment donné, être, nocifs, mais comment c'est possible? Alors, c'est une très bonne question. Généralement, nous avons des microbes qu'on peut qualifier de bénéfiques parce qu'ils font certaines choses qui nous font du bien, qui nous sont utiles, comme par exemple nous aider à faire la digestion, nous aider à faire en sorte que notre système immunitaire se développe correctement, et même ils peuvent avoir des effets anti-inflammatoires. Mais parfois, parce que, par exemple, par malchance, on a pris des aliments ou de l'eau contaminée avec tel pathogène, il y aura des bactéries qui ne vont pas du tout être bénéfiques, mais au contraire pathogènes, qui vont nous infecter. Donc ça, c'est les vrais pathogènes. Mais après, il existe aussi ce qu'on appelle les pathobiontes. Les pathobiontes, c'est des bactéries, par exemple, du microbiote intestinal, en l'occurrence, qui sont là et qui en temps normal sont pas très méchants, ils font pas grand-chose, mais quand il y a des changements de la configuration de l'écosystème intestinal, un changement de pH, la prise d'un antibiotique par exemple, soudain ils ont plus de place pour se développer et c'est là où ils commencent à prendre le pas sur les bonnes bactéries et c'est là où ils deviennent méchants. Dans le monde médiatique, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du microbiote puisque, c'est un peu à l'aube de la recherche. On pense qu'il intervient, dans beaucoup de mécanismes, de beaucoup de maladies, où, justement s'il est déréglé, ça ne va pas se passer comme il faut. On aimerait ici, essayer de voir avec vous certaines, idées, si elles sont vraies ou fausses ou justement, mal véhiculées par les médias ou en tout cas, une fausse croyance à un moment donné. Est-ce que par exemple quand, il est préférable d'accoucher par voie basse et pourquoi? Pourquoi enfin, à quel moment le microbiote se met-il en place et pourquoi cette pratique est peut-être mieux qu'une césarienne, par exemple? Alors, accoucher par voie basse, c'est pas la même chose qu'accoucher par césarienne, dans la mesure où par voie basse, le bébé, il va être au contact surtout du microbiote vaginal et anal de la mère, fécale. Et par contre, si le bébé est né par césarienne, il sera au contact du microbiote de la peau. Donc, c'est-à-dire que le premier contact avec les microbes de l'environnement ne sera pas le même dans les deux cas. Il y a certaines études qui ont montré que, effectivement, les microbiotes de ces bébés-là ne sont pas les mêmes, et certaines ont montré que dans la durée, quand ces bébés devenaient adultes, il y avait une corrélation avec, pour les naissances par césarienne, un peu plus de maladies inflammatoires chroniques. Mais ces études avaient quand même un nombre de participants qui était relativement faible. Donc il se peut qu'il puisse y avoir une causalité, mais pour l'instant, on n'en est quand même qu'à la corrélation. Donc il faudrait quand même être prudent sur le fait d'affirmer catégoriquement qu'il faut absolument naître par voie basse. C'est ce qui est le plus naturel, certes, mais il existe aussi statistiquement beaucoup de personnes qui sont nées par césarienne qui n'ont pas tous ces problèmes-là. Donc il faudrait avoir plus d'études, beaucoup plus solides, pour pouvoir affirmer catégoriquement quelque chose comme ça. Plus d'études, c'est-à-dire plus d'échantillons de femmes et d'enfants qui auraient accouché Tout à fait. OK, très bien. Est-il vrai que nous abritons 10 fois plus de cellules microbiennes que nos propres cellules à nous? Mhm.
Alors, ça, c'était des statistiques d'il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, où on avait quand même un peu surévalué le nombre de bactéries et de champignons de nos microbiotes par rapport à notre nombre de cellules. Donc, aux dernières nouvelles, on est plutôt à équivalence, c'est-à-dire qu'on aurait plus ou moins le même nombre de cellules à nous que de cellules bactériennes ou fongiques, donc des champignons, dans le microbiote. Bon, ça reste quand même une quantité assez importante à ne Oui, pas négliger et à prendre soin. tout à fait. Il est régulièrement vanté les mérites de produits commerciaux, pour avoir un bon microbiote, qui sont, justement, commercialisés dans les pharmacies ou même directement, dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, sur le principe, on aimerait bien que tous ces probiotiques, qui sont des bactéries ou des champignons microscopiques, soient bénéfiques pour notre santé. Mais hélas, il n'y a pas ou très peu d'études suffisamment sérieuses, robustes, avec suffisamment de preuves qui montrent que effectivement ces probiotiques-là ont vraiment des effets bénéfiques. Le seul pour lesquels il y a le plus d'indices, c'est justement Saccharomyces boulardii, ultra-levure. Mais par contre, pour tous les autres qui sont vendus en pharmacie, c'est beaucoup plus difficile de trouver des données qui montrent qu'ils marchent effectivement. Donc, il faut être quand même vigilant sur cela. Et il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours de différentes envergures qui essayent de montrer si certains de ces probiotiques ou compléments alimentaires ont vraiment des effets Mmh. bénéfiques dans le cadre de certaines maladies ou pas. Donc, il faut faire preuve d'esprit critique et rester vigilant. Et du coup, vous parlez, enfin, vous nous avez donné une définition du microbiote, mais c'est quoi, en fait, un bon microbiote? Comment on fait pour en avoir un bon? Très bonne question. Alors, il n'y a pas de définition claire de qu'est-ce qu'un bon microbiote. C'est-à-dire que quand un microbiote est riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces différentes, et divers, c'est-à-dire que la proportion de ces espèces les unes par rapport aux autres est assez homogène, on est dans le cadre d'un bon microbiote, entre guillemets. Mais le microbiote est propre à chacun, donc il n'y a pas vraiment un microbiote standard où on se dirait c'est ça la référence. Donc globalement, on a la richesse et la diversité comme indicateur d'un microbiote plutôt en bonne santé. Mais on ne peut pas affirmer catégoriquement ce microbiote, il est bon ou il n'est pas bon. Notamment parce qu'après, il y a aussi les susceptibilités de l'hôte. Peut-être qu'un bon microbiote chez un hôte qui a des mutations dans certains récepteurs pour ce microbiote, et ben finalement, ça ne va pas aller aussi bien pour cette personne-là. Qu'est-ce qui peut dégrader, dans nos habitudes alimentaires ou autres, justement notre microbiote? Alors, dégrader son microbiote, alors je vais Diminuer la diversité ou Mhm. Donc, ce qui abîme notre microbiote, c'est surtout de mal manger. Qu'est-ce que mal manger? C'est manger très peu de fibres, très peu de fruits et de légumes. Parce qu'en fait, dans les fruits et les légumes, il y a beaucoup de fibres qui sont un substrat qui est très bon pour les bonnes bactéries du microbiote. Si on leur donne à manger ce qu'elles aiment, finalement, elles vont bien se développer, bien occuper l'espace de l'écosystème intestinal et ça va aller mieux en termes de santé globale. Donc, si on mange mal, c'est surtout le fait de manger des produits ultra transformés, où justement, c'est des produits qui n'ont pas à être très transformés par notre microbiote, c'est-à-dire que notre mmh. microbiote il devient un peu trop fainéant et les bonnes bactéries ne se développent pas comme il faut et les mauvaises empiètent sur les bonnes et finalement on se retrouve avec moins de richesse, moins de diversité et in fine une santé qui est dégradée. Et du coup, vous parlez justement d'une santé dégradée. Est-ce qu'on peut dire, c'est un peu voilà, ce qui dit dans les médias, peut-on dire que l'activité du microbiote intestinal permet de constituer notre deuxième cerveau? Alors, ça, c'est quand même un peu exagéré. C'est vrai que c'est une formule qui revient assez souvent, mais cette expression deuxième cerveau au niveau de l'intestin, elle vient du fait que nous avons énormément de neurones dans le système nerveux entérique, donc de l'intestin, en nombre plus petit que les neurones qui sont dans le cerveau, mais quand même assez Mmh. conséquent. Donc on pourrait avoir tendance à se dire, on pourrait avoir un deuxième cerveau. Mais rien ne démontre qu'on ait vraiment un cerveau à proprement parler, comme le cerveau du haut. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que le microbiote intestinal produit un certain nombre de molécules qui sont des neurotransmetteurs, comme la sérotonine par exemple.
Donc la sérotonine, en grande partie, elle est fabriquée par les bactéries du microbiote intestinal. Donc même si toute cette sérotonine ne va pas dans le cerveau, une partie peut le rejoindre. Donc en fait, si ça ne va pas bien au niveau de l'intestin et qu'il y a moins de sérotonine, ça ne va pas bien au niveau du cerveau et on peut être un peu plus déprimé parce que notre microbiote intestinal ne va pas bien. Donc il faut en prendre soin. Et dernière petite question en relation un petit peu avec l'éducation à la sexualité. Peut-on, pour conclure sur une note positive, est-ce que l'adolescence étant l'âge des premiers bisous, est-ce que c'est bénéfique ou pas sur le microbiote de s'embrasser? Très bonne question. Alors, il faut voir d'abord si c'est bénéfique pour ceux qui s'embrassent, hein. Donc, il faut qu'ils en aient envie et il faut ils éprouvent un certain plaisir. Donc, après, en termes de microbiote, il y a une étude aux Pays-Bas qui a montré que avec un French kiss de 10 secondes, donc avec la langue, il y a un transfert de 80 millions de bactéries d'un individu à l'autre et de l'autre à l'un. C'est-à-dire qu'il y a quand même un brassage microbien important. Et la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt évolutif justement de s'embrasser? Parce que dans plein de cultures, on le fait. Donc, les hypothèses, ce serait que ça permettrait justement d'échanger des microbes pour rendre les microbiotes plus riches et plus divers, et finalement qu'on soit tous en meilleure santé. Mais je remets l'accent là-dessus, le plus important, c'est qu'on ait envie de le faire. Il ne faut pas dire c'est juste pour mon microbiote, c'est pour vous aussi. Oui, il faut éviter de le faire avec n'importe qui, juste pour voilà, Oui, voilà, faites essayer de... attention à qui vous embrassez quand même. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses, toutes vos lumières sur nos questions. Et nous vous remercions. Merci beaucoup à vous pour cette invitation et puis à bientôt.